à l'heure, il n'est pas encore tout à fait 18 heures. C'est pour voir si vous suiviez. Les cloches de l'abbatiale n'ont pas sonné, mais pour autant, je vous propose que nous attaquions notre conseil. Je vais procéder tout d'abord à l'appel. Patricia Ferron, Jean-Marc Favier, Marion Bergignan, Christian Baillet, Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat, Yvonne Labarère, Corinne Rowe, Arnaud Fabre a donné procuration à Sophie Dupouille, Marie-Ange Babert a donné procuration à Solange Coudinx, Christophe Tastet, Aurélie Lévesque, Huguette Etcheverry, Sylvie Sauvignon, Dominique Barrière, Agnès Gauziède, Ludovic Ducam, Solange Coudinx, Christophe Bergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon, Olivier Martinez est en retard, il est arrivé. Julie Souriant a donné procuration à Marjorie Fautus, Isabelle Laburte, Cédric Mallet, Frédéric Gouzat et tant. Je vous propose tout d'abord que nous adoptions le compte rendu de la séance précédente. A-t-il des remarques de la part de membres de notre conseil? Il n'y en a pas, je vous propose que nous adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Et je vous remercie. Nous sommes donc réunis ce soir, nombreux présents, je vous remercie, pour un conseil municipal dont le nombre de points à l'ordre du jour n'est pas très important, mais dont l'objet est en lui-même essentiel pour la vie de nos Saint-Séverins, puisque nous avons jusqu'à la fin de cette semaine pour adopter un avis sur le projet de plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale, qui a été donc arrêté le 14 novembre 2024, au bout d'un processus qui a été long et qui, par nature, est difficile. Nous avions révisé notre PLU communal, nous avions repris le travail en 2014, il avait été initié en 2011, puis arrêté, et même avec un rythme soutenu, rien qu'à l'échelle de notre commune, il nous avait fallu 3 ans pour arriver à finaliser le PLU en vigueur actuellement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce PLUI, ce plan local d'urbanisme à l'échelle de notre communauté de communes de Chalosse-sur-Sang, ce n'est pas simplement un document technique ou administratif. C'est un document qui est donc une délibération qui aura des répercussions concrètes sur la vie des Saint-Séverins, qu'ils soient habitants, entrepreneurs, commerçants. Si nous l'adoptions tel qu'il est, certains verraient le terrain dont ils sont propriétaires à côté de l'usine qu'ils ont montée perdre leur constructibilité. Et il y a donc des choses importantes ce soir pour la vie quotidienne des Saint-Séverines et Saint-Séverins. Au-delà de ça, un PLUI doit traduire un projet de territoire, et donc à notre échelle doit traduire et s'inscrire dans le projet de ville que nous portons. Je voudrais ici, avant toute chose, remercier le travail très important des services de la commune. Remercier Lisiane Mathieu, Sylvie Saint-Cric, Laure Lafargue, ainsi que Francis Faber, l'instructeur des droits du sol que nous avons en commun avec le Pays grenadinois. Je voudrais remercier Claire Duprat, qui m'a remplacé à chaque fois que je ne pouvais pas être aux réunions du PLUI. Nous avons participé à toutes les réunions du PLUI. Nous n'avons pas raté. Et pourquoi j'ai cité les services de la commune? Parce qu'il a fallu lire exhaustivement et plusieurs fois, tout au long de ces dernières années, les 300 pages de règlement, la centaine de pages d'annexes, et vérifier plusieurs fois la cartographie, qui n'a fait que changer, pour à chaque fois mesurer les conséquences du travail qui était en cours, et tout au long de ce processus défendre les intérêts des Saint-Séverins. En ce sens, nous avions adopté, et ça s'était fait aussi à l'unanimité à la communauté des communes, le projet d'aménagement et de développement durable, le 14 novembre, donc il a été adopté en 2021.
de Ville-Sambre, puisqu'en fait, dans un plan local d'urbanisme, il y a deux étapes. Il y a une première qui généralement prend 1 à 2 ans, où on définit la philosophie, les orientations, les objectifs qui sont les nôtres. Nous avions validé ce document, puisqu'en fait il reprenait des orientations fortes avec lesquelles nous étions d'accord. Celle de protéger la perspective de croissance économique, avec des zones d'accueil pour les entreprises actuelles en développement, mais également nouvelles. La deuxième, la volonté d'être un territoire qui croît en habitants, avec une orientation reprise dans le SCOT, c'est-à-dire le schéma de coopération territoriale qui a été voté au niveau de la Tour-Tursan, qui avait voulu casser la dynamique de ces 40 dernières années. Depuis 40 ans, c'est les villages qui gagnent beaucoup d'habitants, et les villes-centres qui ont plutôt tendance à en perdre. Et là, le but, c'était que les villes-centres gagnent plus d'habitants que la moyenne du territoire pour participer, au fond, à cet effort de revitalisation. Et il y avait donc inscrit cet élément-là là-dedans, conformément au PLU, avec l'idée que Saint-Sevé, au cours de la décennie 2030, puisse monter un jour à 6 000 habitants ou les approcher. Et il y avait également l'idée de la revitalisation, celui de limiter le développement en périphérie pour garder toute la vitalité dans le cœur de ville. Ces orientations étaient conformes à notre projet politique et à l'intérêt général que nous portons pour les Saint-Séverins. Et malheureusement, dans l'arrêt du 14 novembre, il y a une non-conformité avec ce projet d'aménagement et de développement durable sur 3 points. Le premier, c'est en matière de zonage. Il y a écrit dans le projet pour le territoire, au point 2,2 sur page 10, l'idée de renforcer le développement économique et commercial en confortant les polarités économiques. Et sur Saint-Sevé, les polarités identifiées à la page 11 de ce document-là étaient à la fois le secteur industriel et logistique de Perret, mais également tous les secteurs d'activité au croisement de la route de Tartas-Grenade, la RD 924 et de la RD 933, que ce soit à la fois la rocade et l'ancienne route de Mont-de-Marsan. Je parle donc des zones industrielles de Papin, autour de l'entreprise ex-Feugas, d'Intermarché, pour citer des noms parlants. Mais il y avait également les secteurs des grands commerces à proximité de la rocade, et en particulier d'Escalès et de la zone autour de Solumat. Or, dans le document arrêté le 14 novembre à la communauté des communes, mais on voit toute une série de zones d'activité sur ces secteurs-là perdre leur constructibilité, devenir des zones naturelles, et donc il y a une non-conformité entre le projet validé en 2021 et sa traduction dans cet arrêt du PLUI. Premier motif pour lequel je vous invite à voter défavorablement cet arrêt. Deuxième motif, en matière d'habitat, si on veut que le territoire de Chalosse-Tursan croisse de 1% par an et que cette croissance soit encore plus forte dans les villes-centres d'Agenmo et de Saint-Sevé, il faut à tout prix préserver les surfaces constructibles, mais surtout, dans les dents creuses de notre territoire, veiller à ce que on consacre toutes ces dents creuses à de l'habitat avec des objectifs de densification, c'est-à-dire de construction économe en consommation d'espace. Et en ce sens, au dernier moment, dans les orientations d'aménagement, certains secteurs qui étaient fichés comme devant accueillir de l'habitat de manière dense ont perdu cette notion-là. Il faudra le corriger. Dernier point sur la revitalisation. Et c'était une nouveauté du PLU. Nous n'avions pas ces outils-là dans le PLU. Et ça a été conforté depuis lors, tant par la convention ORT signée par le département, la communauté de communes, que par le projet Petite Ville de demain. Il y a des outils pour, à la fois dans l'hypercentre, veiller à ce que les commerces ne se transforment pas en logement. Et on a des problèmes de périmètre qu'il va falloir qu'on corrige. Et la deuxième, c'est éviter que des activités qui ont vocation à être en centre-ville, autour notamment des professions de santé, mais également des services publics, puissent se déplacer ou se créer autour des axes périphériques. Je pense à la route de Tartas, à la route de Mont-de-Marsan, à la route de Grenade au niveau de Perret, mais également à l'avenue du Tursan sur le haut de la ville.
Et donc, si on veut que ces éléments-là soient corrigés dans ce PLUI, on a une démarche à faire, c'est ce soir voter un avis défavorable à cet arrêt, et c'est ce que je vous propose dans la délibération, et de faire part d'observations. Chaque observation dans le cadre d'un avis défavorable de la communauté commune aura 2 à 3 mois pour s'y positionner dessus. Et donc on se donne la possibilité de convaincre la communauté commune au cours des 2 à 3 mois à venir d'intégrer toutes ces observations dans le PLUI de façon à l'améliorer et qu'au final ce PLUI soit conforme aux orientations qu'on souhaite pour la commune de Saint-Sever et à la défense des intérêts des Saint-Séverins. Je redis ça parce que c'est important. Si on vote favorablement à l'arrêt du PLUI, les observations ne sont pas automatiquement prises en compte par la communauté commune. Un vote défavorable oblige la communauté commune à étudier ces observations-là, charge à elle de les intégrer, ce que nous souhaitons, ou de ne pas les intégrer. On se battra derrière avec les personnes publiques associées et l'enquête publique pour, au final, gagner ce combat pour la défense des Saint-Séverins. Mais l'avis défavorable rend l'analyse de tous ces points obligatoire. Et donc c'est un élément important dans la défense des Saint-Séverins. Je vous propose que nous prenions un peu de temps sur chacun des avis. Il y en a 29. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais je veux quand même que nous les balayions les uns après les autres. Observation 1, c'est en matière agricole, et ce alors que nous avons fait une multitude de remarques dans les commissions, que nous avons évoqué notre demande de manière écrite le 6 décembre 2022. Il y a encore sur les cartographies qui nous sont proposées des zones agricoles avec un engagement de protection paysagère qu'ils appellent AP, dont nous ne trouvons aucune utilité parce qu'ils ne sont pas à proximité de zones à enjeux paysagers ou patrimoniaux. En gros, l'idée, c'était si vous êtes au pied d'une bastide, n'allons pas mettre un hangar photovoltaïque qui gâcherait la vue sur la bastide. Quand vous reprenez l'implantation, on est en pleine zone du Gabas, il n'y a pas de raison d'être. Or, la zone AP a pour conséquence d'empêcher la construction d'hangars, d'empêcher la construction de bâtiments d'élevage autres qu'agricoles sur ce secteur-là. Bref, ils réduisent le potentiel agricole de ces secteurs, alors que nous avons déjà une baisse importante du nombre d'agriculteurs sur notre commune, et qu'il faut se donner toutes les chances qu'ils puissent se développer, moderniser, investir, sans ces contraintes-là. Ça, c'est la première observation. Nous demandons que sur la commune de Saint-Sever, ces secteurs deviennent des zones agricoles classiques. La deuxième, c'est sur la zone Jouviou de Haut. Alors, on a un point vert sur le diaporama. On est derrière élevage de service, pour faire simple, et derrière l'entreprise Pro-Acier, que tout le monde connaît sous le nom de Feugas, puisque c'était Auguste Feugas qui avait créé ce bâtiment. Nous avons là donc une zone qui est dans notre PLU en zone à urbaniser à vocation économique. Et lorsque vous regardez le PLUI, il y a la volonté de le transformer en zone naturelle, alors qu'il est entouré de zones d'activité. Point P, Pro-Acier, la division élevage de maïs-adour, ainsi de suite. Il faut savoir que sur cette parcelle, nous avons 3 déclarations préalables qui ont été déposées et accordées conformément au PLU actuel, que nous avons également, par l'objet d'un PUP, projet urbain partenarial, adopté en décembre dernier à l'unanimité ici même en conseil municipal, un chiffrage et un projet de viabilisation de ce terrain, et que le 7 février, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons eu 5 permis de construire pour des hangars à vocation économique qui ont été déposés sur ce terrain. Pour toutes ces raisons, nous demandons que ce terrain soit classé en zone constructible à vocation économique et industrielle.
Aujourd'hui, il est à urbaniser à partir du moment où il y a des permis, des déclarations préalables qui le découpent et une viabilisation qui est portée par la commune et qui sera facturée à ces entreprises-là. Nous, on considère qu'à la fin de l'année, il sera déjà urbanisé. Et donc, il faut le considérer en zone U et pas à urbaniser. Deuxième secteur, juste au-dessus. Vous avez une zone qui était dans la prolongation de ce secteur, qui a fait l'objet déjà d'un début de viabilisation, puisque lorsque l'entreprise Gravé-Vido s'est installée à Saint-Sevé, la communauté commune avait requalifié l'entrée de cette zone avec une zone en enrobé aux dimensions poids lourd, qui permet une route très large de quasiment 7 mètres, qui permet un double sens, et qui dessert non seulement l'arrière de Gravé-Vido, mais également un terrain qui est juste à la suite, et qui jouxte tout le bâtiment arrière de Proacier. Sur ce terrain, il y a 2 déclarations préalables qui ont été déposées et validées, et il y a un dépôt de permis de construire en cours de réalisation. Il faut savoir que dans le projet de PADD, la philosophie du PLU, il y a l'idée, par ce secteur, et c'est ce qu'on retrouve dans notre PLU actuel, de créer une forme de cheminement interne qui permettrait à des poids lourds, à des véhicules, d'aller de la route de Mont-de-Marsan à la route de Tartas par un nouvel accès en s'évitant de passer par le rond-point de Perret. C'est de surcroît en prolongation des zones qui, dans le projet d'aménagement, correspondent aux priorités de développement économique, c'est-à-dire le croisement entre le 933 et le 924. Pour toutes ces raisons, le sortir est une non-conformité au PADD, ne prend pas en compte les déclarations préalables déposées, ne prend pas en compte la dynamique des entreprises qui l'entourent, puisqu'il y a un projet de permis de construire. Pour toutes ces raisons, nous demandons là encore que ce secteur soit maintenu en zone urbaine à vocation économique UXD. Observation 4. Alors là, on passe de l'autre côté de la route. Nous avons le secteur tout autour de l'Intermarché qui, ces 10 dernières années, s'est beaucoup développé. Et par rapport à 2007, dans le PLU actuel, nous avions déjà été amenés à réduire la zone constructible sur ce secteur. Mais nous avions gardé un grand terrain qui est juste au nord de l'Intermarché, qui est en zone non inondable, qui a un accès direct sur la route de Mont-de-Marsan, et dans l'idée, si un jour ce secteur commercial devait s'agrandir, il y a une réserve foncière. Sachant que l'autre secteur de commerce de grande surface, à Escalès, est déjà tout aménagé. Il n'y a plus de réserve foncière sur ce secteur, si ce n'est à reprendre un bâtiment, à l'agrandir, comme font certains commerces actuels. On s'en réjouit. Mais cette zone est déjà urbanisée sans réserve. Enlever ce terrain-là, ça veut dire que Saint-Sevé n'aurait plus aucune capacité à pouvoir voir s'accroître ces zones commerciales. Alors qu'on est la première ville de Chalosse-sur-Sang, avec 400 habitants ou 500 habitants de plus qu'à Genmot. À titre de comparaison, à Genmot, il y a une réserve foncière de zones à urbaniser à vocation commerciale de 3 hectares 5. Et nous, si on supprime ces terrains, on n'en a plus aucun. Donc il y a là quelque chose qui n'est pas cohérent, et c'est d'autant moins cohérent que dans le projet d'aménagement et de développement durable, il y avait écrit que sur ce secteur-là, il y a la volonté de pérenniser un pôle commercial d'équilibre à l'échelle du territoire. Et donc là encore, il y a une non-conformité par rapport au PADD. Et donc nous demandons que ce terrain reste constructible. 5e observation. Nous sommes donc là, j'ai employé un nom de marque,
sur la Solumat, qui s'est installée à cet endroit au début des années 2010, juste au pied de la rocade, route de Grenade. Vous avez à gauche la propriété donc, des entrepreneurs actuels qui ont fait un bâtiment, qui ont fait l'accès et qui ont une possibilité d'agrandissement sur les terrains qui le jouxtent. Et vous avez sur la droite la proposition du PLUI. Je rappelle que le terrain que la communauté de communes souhaite déclasser, c'est-à-dire rendre en zone agricole, est propriété de l'entrepreneur qui a créé là son dépôt. Je rappelle de surcroît qu'aujourd'hui, il y a dans le PLU, tout ce secteur est en zone urbanisée, déjà desservie, déjà viabilisée. On n'est pas sur un secteur à urbaniser d'un champ où il faudrait tout amener. Il a payé les aménagements pour que cette zone soit dans cette nature-là constructive. Et là, il y a une philosophie économique que je ne comprends pas chez la communauté des communes, contre laquelle, avec Claire, nous nous sommes battus à maintes et maintes reprises. Nous considérons que lorsqu'un terrain constructible appartient à un entrepreneur et qu'il est contre son implantation, il est prioritaire pour garder sa constructivité par rapport à des terrains qui appartiennent à la force publique, qui sont vides, qui ont certes vocation un jour à accueillir des entreprises, mais qui sont moins prioritaires. Et donc on ne peut pas sacrifier les entrepreneurs qui créent la richesse de notre territoire, qui créent des emplois, qui investissent. Dernier point, sur ce terrain, l'entrepreneur a déposé un permis d'aménager il y a 10 jours, découpant son terrain en 6 lots, et donc au regard à la fois de l'intérêt général, mais également de la procédure d'urbanisme en cours, nous demandons que ce terrain reste constructible en UXD. Observation 6. La zone du GAT. Nous sommes là le long de la route de Tartas, et la route que vous voyez qui monte vers le haut, c'est la route d'Auris. Dans les années 80-90, c'est construit sur ce secteur à la fois une zone pavillonnaire, et vous voyez bien sur la droite, un point P et une zone d'activité. Donc nous sommes sur une zone de mixité. C'est la raison pour laquelle nous avions dans le PLU, sur la carte de gauche, défini une zone verte, tampon, pour que s'il y a une activité qui s'implante là, il n'y ait pas de nuisance paysagère ou de bruit entre l'activité économique et la zone d'habitat. Première surprise qui est la nôtre, cette zone tampon n'est pas reprise dans le secteur de droite dans le projet de PLU. Et donc on va avoir au-devant d'un conflit entre des habitants et des entreprises. Donc, première décision, il faut à tout prix rétablir la zone tampon. On l'a dit plein de fois, ce PLU, des fois, on se demande si c'est une grande machine qui oublie des choses précises sur le territoire. La deuxième, vous voyez que selon qu'on soit à l'arrière ou au devant, une partie a perdu sa constructibilité, alors que celle de devant, on l'a gardée. On peut se dire, à la limite, c'est une façade commerciale, mais je rappelle que ce secteur, il y a l'interdiction de commerce venant faire concurrence ou d'activité à la revitalisation de nos centres-villes. Donc on serait plutôt sur une activité artisanale que sur une activité commerciale. Mais là où on se pose beaucoup de questions, c'est que nous avons le Perrache, qui est un ruisseau qui arrive de Bamako, qui déborde régulièrement au niveau de Point P, élevage et service, c'est la division animale. Et donc le SAM porte un projet qui a fait l'objet d'une étude très profonde, longue. Le SAM est prêt à payer, avec l'accord des propriétaires qui accepteraient que ces travaux soient faits sur leur domaine privé, une déviation, un bras, pour faire une forme de delta, qui permettrait au ruisseau qui arrive du nord de longer Point P et d'aller rejoindre entre la zone qui a Pixel aujourd'hui, l'ancienne métallerie P2R, son cours d'eau naturel en face. Et donc ça permettrait d'éviter les inondations sur ce secteur.
Or, dans le certificat d'urbanisme qui a été délivré dernièrement aux propriétaires de ce terrain, l'accès pour cette zone, qui resterait constructible, se fait par l'endroit où il faut qu'on creuse pour qu'on puisse se faire ce canal de décharge. Donc là, il y a une incohérence entre l'intérêt d'éviter les inondations et le fait de garder une zone dont le seul accès autorisé serait par l'endroit où on peut faire ce canal de décharge. Et donc on s'interroge sur l'intérêt de garder cette zone inconstructible, et on renvoie cette question, on regarde tous ces éléments-là, à la communauté commune. En gros, s'il se confirme qu'il n'y a pas d'autre accès possible, on ne peut pas garder cette zone constructible à cet endroit. Observation 7. Nous sommes sur des entrepôts qui servent à une entreprise privée de céréales qui est sur notre commune voisine d'Oris, de stockage principalement de maïs. C'est une ancienne usine à charbon, pour préciser là où nous sommes. Aujourd'hui, on a la possibilité sur ce type de secteur de pouvoir agrandir les bâtiments à 50% de la parcelle constructible. Je ne sais pas pour quelle raison, dans la cartographie, alors que toute la parcelle appartient à l'entrepreneur, on en a enlevé des petits bouts, comme s'il y avait des centaines de mètres carrés à gagner, réduisant la possibilité de cet entrepreneur à agrandir un hangar s'il en a besoin, à faire un quai à un endroit si ça l'arrange. Bon, sachant qu'il est propriétaire des terrains. On est encore dans la même dynamique, où on cherche à enlever de la valeur à la propriété d'entrepreneurs qui font vivre notre territoire. Dans le même ordre d'idée, observation 8, nous sommes entre les établissements Abel Crabos et les Fermilandais, que vous voyez juste en haut là. C'est le secteur d'un ancien moulin de Papin, un moulin qui a été détruit dans les années... le chenal a été détruit dans les années 70-80, la maison a dû être détruite il y a une quinzaine d'années. On a donc en face des Fermilandais, à 2 pas de Pyrénex, un grand terrain plat, en pleine zone de Papin, qui est raccordé à la station d'épuration. Jusque-là, tout va bien. On a 2 propriétaires sur ce terrain. Un groupe coopératif, qui a la partie principale, et un entrepreneur du territoire qui, pendant longtemps, a exploité des gravières sur la ville de Saint-Sevé, et qui est propriétaire de toute une partie. Bizarrement, ce deuxième Saint-Séverin perd la constructibilité de son terrain, qui est en zone non inondable, qui est entre Pyrénex, Abel Crabos et la zone des Fermilandais, et qui contrevient totalement au projet d'aménagement et de développement durable qui dit qu'on veut conforter la zone de Perret. Là encore, pourquoi aller supprimer ces surfaces-là? Voilà sur la cartographie. Chers amis, j'espère que nous avons partagé l'idée que sur tous ces éléments-là, l'intérêt de la ville, c'est de défendre les Saint-Séverins propriétaires de ces zones d'activité, de ces secteurs constructibles, de façon à ce que Saint-Sevé puisse accueillir sur ces parcelles-là des entreprises qui se développent ou des entreprises nouvelles. Nous avons aussi des observations à faire sur le règlement. Alors là, ça rentre sur des choses plus pointues, mais on va les balayer les unes après les autres. Il a fallu lire 300 pages. Donc, merci Liliane. Et faire plusieurs réunions. La première, c'est observation 9, on est en page 20. Alors là, c'est un point de détail, mais enfin, on a 2 fois l'article 6.5. Donc j'imagine que ce document n'a pas dû être relu, et que j'imagine que le point 6.5 bis doit être un 6.6, ce qui permettra en page 21 de passer à 6.7 au lieu de 6.6. C'est une faute de frappe. Il me paraît important malgré tout pour le sérieux de ce PLUI que cette observation soit reprise. Mais pour ce PLUI, quand même, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Je vous rappelle, tout ça n'est pas gratuit, effectivement, Pierre.
En observation 10, on est à la page 50. Nous sommes sur le secteur de l'AVP1, c'est-à-dire le secteur AVAP. Nous sommes la seule commune du territoire de Château-sur-Sang à avoir un AVAP. Donc toutes les remarques qu'on va faire ne concernent que Saint-Sevé, et donc je ne vois pas pourquoi la communauté commune ne les reprendrait pas à son compte, puisqu'en fait le but c'est que la servitude d'utilité publique, c'est-à-dire toutes les règles qui sont définies dans l'AVAP, qui s'imposent au PLU, soient reprises par cohérence et simplicité pour les habitants dans le règlement du PLU. Et donc vous avez à la page 50 l'article 2.1. Et on a écrit par courrier le 6 décembre 2022 pour faire cette remarque. Malheureusement, dans le document définitif, ce n'est pas repris. Nous souhaitons que soit précisée l'interdiction de dépôt de tout matériau destiné à être recyclé ou non dans la zone AVAP. Observation 11. Et ça a été précisé dans un courrier du 6 décembre 2022 qui malheureusement, là non plus, n'a pas été repris. Nous souhaitons que le stationnement isolé de caravanes soit interdit dans les parcelles de la VAP. Observation 12, en page 51. Nous souhaitons que dans le secteur AVP2, c'est-à-dire dans les faubourgs, ne puisse pas s'installer de commerce venant en concurrence avec l'hypercentre. En gros, on ne souhaite pas que des commerces de l'hypercentre, des banques, dans le service, dans le principe, une boulangerie par exemple, se déplace au côté de chez Lutran par exemple, ou dans le secteur de Perret par exemple, sur le long de la Grande Rue. Quelle serait la conséquence de telle concurrence? C'est qu'on perdrait sûrement la dernière boulangerie de l'hypercentre. Et donc on est dans des approches de revitalisation. Observation 13. La VAP permet des pentes maximales des toits à 45%. Or, dans le PLU, dans le secteur VAP, on peut aller jusqu'à 50%. Donc là, il faut de nouveau se conformer à la VAP. C'est l'observation 13. Elle avait fait aussi l'objet, cette demande-là, d'un courrier le 6 décembre 2022 qui, malheureusement, n'a pas été pris en compte. Observation 14. Nous souhaitons que tout ce qui s'applique aux toitures des constructions et installations, on précise la notion de bâtiment public distincte d'établissement public. Ce n'est pas exactement la même chose. Nous avions aussi fait cette observation le 6 décembre. Observation 15, la couleur noire n'est pas possible dans les clôtures dans le secteur de la VAP. Nous avions formulé cette demande le 4 juillet 2023, là aussi resté sans réponse. Il me paraît indispensable que le PLUI reprenne les couleurs autorisées pour les clôtures dans la VAP, sur le secteur de la VAP. Parce que sinon après, on va induire les administrés en erreur. De bonne foi, ils vont aller consulter sur le site internet le PLU, en disant ah, tiens, cette couleur-là, je peux la faire. Ah mince, il y a la VAP dessus, il faut que, puisque la VAP existe, que les couleurs et tout ça soient repris dans le PLU. Article 16, toujours dans la cohérence avec la VAP. Il y a l'obligation de créer 5% d'espace vert pour la création de 5 logements ou plus. Tout ça, c'est très bien dans une zone urbaine classique. Dans la VAP, où on a une cherté des matériaux, on est sur un secteur extrêmement dense en termes d'habitat, ça paraît extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et donc, là aussi, on a plusieurs fois, par un courrier du 6 décembre 2022, puis refait par un courrier du 4 juillet 2023. Les deux restaient sans réponse, demandaient dans le PLUI que la modification soit prise en compte, sachant que ce sont des demandes qui ne concernent que Saint-Sevé, puisqu'on est le seul secteur en aval. Et une question. Oui. Ces courriers que vous avez faits ou pour lesquels vous n'avez pas eu de réponse,
bien sûr. Ah, non, parce que j'ai eu peur, autrement, parce qu'ils reçoivent facilement les lettres, donc Je peux comprendre qu'un projet de PLUI soit un projet très lourd. Mais sur un secteur à VAP, qui ne concerne que Saint-Seul, si on fait l'effort de voir les incohérences entre le cahier des charges qu'on connaît et le PLUI, qu'on l'écrit par courrier 2 fois, là j'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas repris. Juste une remarque, de toutes les façons, la VAP, le règlement de la VAP est prioritaire sur le règlement du PLUI. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut induire en erreur des gens qui vont lire que le PLUI. C'est pour ça que là, comme on est en train de refaire le PLUI, je pense qu'il est important que les deux soient concordants. C'est pas grand-chose à faire. Observation 18. Alors 17. Alors la différence entre la 16 et la 17, là je suis perdu. Ah oui, c'est pour... c'est le même esprit que la 16. La 16, si vous créez 5 logements, il fallait 5% d'espace vert créés. Ce qui est extrêmement difficile dans la zone totalement ancienne, historique de la ville. Là, c'est sur... si vous créez une aire de 5... un parking de plus de 5 véhicules, l'obligation qu'il y ait un traitement végétal de cette aire. Là, c'est pareil. On est soumis à un avis des Bâtiments de France. Ça serait totalement incohérent aux yeux. Imaginons qu'un jour, on veuille refaire la place de la République. Et peut-être que dans le projet architectural et d'aménagement, il y aura un aménagement vert au pied du bâtiment et que tout le reste sera plutôt dans quelque chose de minéral. On n'a pas à appliquer une règle prédéfinie comme si on était dans un lotissement basique. Puisqu'en fait, il y a systématiquement un avis des Bâtiments de France. Et donc, dans cette idée qu'il y aura donc une analyse au cas par cas et non pas une règle prédéfinie, on a fait part de cette demande que soit retirée cette obligation par courrier le 6 décembre et par courrier le 4 juillet. Et malheureusement, ça n'a pas été repris. Observation 18. Et là, c'est encore plus grave. Le reste, c'est une mise en concordance, c'est... Tant dans l'ORT que dans Petite Ville de demain. L'ORT, c'est l'opération de revitalisation de territoire, qui a été signée par le département, la communauté de communes, la ville. Toute cette dynamique de revitalisation tend à nous faire toucher du doigt une règle simple, c'est que si vous avez des maisons de ville qui se scindent en plusieurs logements, il est prioritaire que pour un logement créé, il y ait une place 33 de parking qui soit créée sur le domaine privé. Le but est d'éviter qu'on ait un engorgement des places de parking public par une explosion du nombre de véhicules de chaque logement créé. C'est une règle qu'on a dans le PLU actuel. C'est une règle qui existait déjà dans le PLU précédent. Donc, que ce soit les équipes de Jean Cardin, nous, il y a une constance là-dessus, et on sait à quel point c'est important. Malheureusement, alors qu'on l'a mis dans nos courriers du 5 décembre, du 6 décembre 2022, du 4 juillet 2023, alors que c'est contraire à tout l'engagement ORT qui a été signé, ça n'a pas été repris dans le PLU. Et donc là, c'est une règle d'utilité de centre-ville que nous perdons. Donc il est essentiel que cette observation 18 soit reprise dans le projet de PLUI. Dans le même ordre d'idée, on souhaite, sur l'observation 19, en page 68, que soit précisé logement créé, hébergement créé. Ça sera plus concret, plus simple à instruire derrière. Observation 20, dans les secteurs UB-UBB, c'est-à-dire les lotissements qui entourent la ville. Nous demandons à ce que les créations d'hôtels soient interdites dans ce secteur-là. En gros, ces secteurs pavillonnaires sont des lieux de tranquillité, sont des lieux d'habitat. On n'a pas envie que dans ces zones-là circulent
des habitants. Et la priorité pour nous, c'est que s'il doit y avoir des secteurs hôteliers, c'est qu'ils soient dans la zone AVAP et dans l'hypercentre, pour participer à la revitalisation. Observation 21, là nous avons stipulé qu'en secteur agricole, les créations d'aires de stationnement, il y a toute une réglementation des aires de stationnement en secteur agricole. Alors, on a cherché à la lire plusieurs fois et on s'est rendu compte en fait que c'est un copier-coller de ce qui s'applique sur les secteurs urbains qu'ils ont oublié d'enlever pour le secteur agricole. Donc là aussi, je pense qu'il y a un souci de relecture. Et donc, j'imagine que c'est assez incohérent que les zones de stationnement soient légiférées en secteur agricole, où en fait, ils ne sont pas autorisés. Mais, et donc, voilà. Donc, nous, on a lu le document, donc à la page 242, c'est un copier-coller malencontreux. Ça, c'était sur le règlement. Il reste les OAP, c'est-à-dire il y a des secteurs sur lesquels on peut mettre des orientations d'aménagement spécifiques. La première, sur l'avenue du Tursan, nous souhaitons que tous les terrains, y compris le terrain qui autrefois appartenait et qui risque de bientôt réappartenir à M. Pégol, fassent l'objet d'orientation de densification d'habitat. En gros, sur du garage Lutran à Escalès, à la zone d'Escalès, il faut que tous les terrains libres soient des terrains dédiés à accueillir le maximum d'habitat, soit par des pavillons avec très peu de terrain, des maisons appelées, des résidences. Le but, c'est que cette zone-là soit une zone d'habitat et que les zones d'activité soient du côté d'Escalès, les zones de service au Cap, les zones de vie dans le centre-ville. Dans le projet de ville, dans le a contrario, il y a, et c'est notre observation 23, c'est en page 9 du chapitre C1.1, vous avez sur la cartographie à l'écran, en rouge, l'orientation dans laquelle la communauté commune souhaite qu'il n'y ait aucun commerce qui puisse être transformé en garage ou habitat. En gros, on a défini un hypercentre où on souhaite garder le potentiel commercial. Dans l'ORT, dans tous les documents de Petite Ville de demain, la zone qu'on a nous définie correspond au triangle jaune. En gros, on a acté que la rue de Pontix a perdu sa vocation commerciale. Or, on leur a dit à chaque réunion, non, Pontix n'est pas dans la priorité commerciale. La priorité commerciale, c'est la rue Lafayette, c'est Léon Dufour, c'est la marque, la place de Verdun, et la rue Durieux, où il n'y a quasiment aucune cellule commerciale. Enfin, c'est hypercentre. Dans l'idée qui est un centre commerçant qui soit peut-être moins grand qu'il était il y a 50 ans en arrière, mais qui soit le plus dense possible. Et donc, il faut sortir autour de l'ancienne médiathèque et la rue de Pontix, pour être en cohérence avec l'ORT. En observation 24, non seulement il faut le définir physiquement dans la cartographie, mais également renommer les rues dans le tableau qui définit sur ces rues-là qu'est-ce qui est faisable et pas faisable. Dans le même ordre d'idée, au niveau de Perret, nous avions demandé qu'il y ait un secteur dans lequel puissent être préservés des commerces, tout en indiquant qu'ils ne doivent pas faire de concurrence au centre-ville. En gros, on souhaite, bien sûr, on se réjouit qu'il y ait deux coiffeurs, une pizza et un buraliste, et avec un bar à Perret. Et le but, c'est qu'ils puissent se développer, être repris, et que le secteur puisse aller jusqu'à la chapelle de Perret, où il y a en fait deux cellules à reconvertir.
mais qu'on ne puisse pas sur ce secteur-là avoir d'accueil de commerce venant faire concurrence au centre-ville. En gros, une pharmacie, qu'elle ne puisse pas se déplacer là. C'est un exemple. Ça, c'est l'observation 25. L'observation 26. Nous avons défini donc je vous ai dit, ce qu'on vient de voir, c'est que rue Lafayette, un commerce ne puisse pas être transformé en habitation. On essaie de garder toutes les cellules commerciales. A contrario, nous avons, grâce et les services publics que sont la DTM, la préfecture, c'est conforme également à l'étude qu'on avait fait avec AID Observatoire sur le potentiel commercial. Qu'est-ce qui participe au maintien des commerces en centre-ville? C'est qu'on ait un maximum de flux dans le centre-ville. Et en ce sens, aujourd'hui, tout est fait pour que les écoles restent en centre-ville, les banques, les assurances, les professions médicales, paramédicales, toutes les zones de service public puissent rester en centre-ville, sauf s'il n'y a pas moyen, on regarde les volumes qu'elle représente, qu'elle y reste. En ce sens, on a défini l'interdiction que, à la fois des commerces, mais également des activités médicales, paramédicales ou des activités de service public, puissent se délocaliser avenue de l'Océan, route de Tartas, avenue de l'Armagnac, route de Grenade, avenue de Mont-de-Marsan, vers Bamako, et avenue du Tursan. Ces OAP, telles qu'elles sont écrites, le prévoient pour les commerces, mais pas pour les services médicaux. On a la chance à Saint-Sevé d'avoir l'hôpital et la MSP et tous les professionnels de santé en centre-ville. Et donc il faut qu'on puisse rajouter dans la liste des interdictions en déplacement en périphérie tout ce qui reçoit une patientèle et tout ce qui répond aux usagers. C'est conforme, cette rédaction, à l'ORT, qui a été donc signée par tous les acteurs publics. Il est important qu'elle soit reprise comme telle. Observation 27. Il faut donc que ce que je viens de vous dire soit à la fois dans la cartographie, mais dans les tableaux. Il y a 2 tableaux, et donc c'est également l'observation 28 qui correspond à cela. Et l'observation 29, et également, on a listé tous les éléments où le principe que je viens de vous évoquer devait être réécrit dans le document. Et donc l'observation 29 est conforme à ce que je viens de vous dire. Excusez-moi, ça m'avait tout pris une demi-heure, mais il me semblait important de repréciser les 29 points qui méritent à nos yeux d'être modifiés dans ce PLUI, de façon à ce que ce PLUI soit conforme au PADD pour ce qui concerne Saint-Sevé, et que ce PLUI soit conforme à la défense des intérêts des Saint-Sévérins, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter pour la délibération que nous vous soumettons au vote, qui est un avis défavorable. En votant pour, vous votez défavorablement au PLUI en faisant en sorte que ces 29 points puissent être intégrés dans le PLUI. Moi, je vous dis les choses très simplement. Si ces 29 points sont repris par la Comcom, nous voterons le PLUI. Si ces 29 points ne sont pas repris, nous continuerons à nous battre pour qu'ils le soient jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a, avant que nous passions au vote, des interventions, des questions? Oui, Olivier. Bon, sujet complexe qui nous intéresse toutes et tous depuis de nombreuses années désormais. Le problème que l'on a, bien évidemment, c'est que fondamentalement, on s'écharpe toutes et tous au niveau de la communauté de communes parce qu'on doit gérer la pénurie avec une obligation inique de la part d'un cadre législatif et réglementaire qui réduit fortement les possibilités de développement des communes, quelles qu'elles soient, que ce soit Saint-Sevé, Agetmo et les 48 autres communes du territoire et au-delà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, on essaye de se battre pour quelques mètres carrés supplémentaires avec comme conséquence, vous l'avez dit, monsieur le maire,
c'est que finalement, on doit faire de douloureux arbitrages entre choisir le développement résidentiel ou le développement commercial ou le développement industriel. Bref, un document qui ne satisfait personne. Le point important, la délibération la plus importante, les délibérations les plus importantes en matière d'arrêt de PLU, ce sont celles qui sont prises par les conseils municipaux et pas celle du 14 novembre, qui est une délibération de principe, entre guillemets. Le plus important, c'est que chaque commune aille au plus profond de ses problématiques par rapport à ce PLUI et qu'elle puisse extraire, effectivement, c'est ce qui a été fait ici de manière très précise, il faut le reconnaître, concernant la commune de Saint-Sevé. Bon, moi, ce qui m'agace par rapport à ce cadre juridique, c'est que depuis le départ, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, tout simplement. Moi, j'ai repris, au-delà des plus de 400 pages de documents, parce que c'est vrai qu'un PLUI, c'est un document par définition indigeste, le sujet n'est pas très intéressant pour le commun des mortels, alors en plus que, vu la taille, la masse du document qu'il représente, qui est un document extrêmement complet et épais par rapport à d'autres PLUI qu'on peut trouver sur d'autres territoires. J'ai parfois d'ailleurs même le sentiment que ce PLUI est avant tout et surtout la somme d'intérêts particuliers plutôt que la volonté d'un intérêt général sur l'ensemble des 50 communes, et ça n'engage que moi. Moi, ce que je regrette, voilà, c'est qu'on gère une pénurie parce qu'on est déjà mal parti. Hein. Moi, je reprends les premiers comptes rendus de commission. Je serais peut-être un peu long aussi, excusez-moi, mais c'est un sujet important. Alors, moi, quand je lis le 20 octobre 2020, les services de l'État rencontrent les services de la communauté de communes. Les services de l'État, par le biais de la DDTN, valident donc le principe d'une réduction de 30% de la consommation foncière des 10 années passées. Bon, pourquoi pas? Je rappelle que les 30% ne sont pas obligatoires, et la seule tendance, c'est d'arriver à 50%, c'est une étape. Déjà les 30%, moi, à titre personnel, j'aurais déjà discuté sur ce point. La question est de savoir, c'était 30% de réduction par rapport à combien? On nous explique le 20 octobre 2020 que c'était sur une référence de 213 hectares consommés. Le 13 janvier 2021, l'État fait machine arrière, nous dit que ça sera désormais sur la base de 185 hectares. Enfin, je vous passe les détails. À la fin, on ne sait pas exactement comment on arrive à un nombre d'hectares disponibles, quel que soit le secteur résidentiel, économique, équipement public ou autre. On ne sait pas sur quelle base, finalement, on nous impose moins 30% de réduction sur l'ensemble du territoire. Donc déjà, c'était mal parti, puisque la loi climat et résilience, sa déclinaison, et vous le savez en tant que conseiller régional, vous l'avez, non, je ne pense pas que vous l'ayez voté, le SRADET sur le volet foncier en la matière. Je n'ai pas regardé, je vous avoue. Si, on a voté le SRADET. Ouais, mais est-ce que sur on l'a modifié par rapport à la loi climat et résilience. Voilà, parce que nous, au niveau du département, on ne l'a pas voté. Voilà, on trouve que cette réduction des droits à construire sur les territoires ruraux ne va pas améliorer l'aménagement du territoire, qu'il soit national ou départemental, mais au contraire organiser le déménagement en règle de nos territoires ruraux uniquement pour favoriser la métropolisation du pays. Je referme cette parenthèse. Donc déjà, les bases ne sont pas bonnes. On arrive à la fin à 143 hectares à partager. D'accord, très bien, je prends acte. Moi, ce qui nous étonne surtout, c'est que, effectivement, et vous l'avez dit à juste titre, il y a plusieurs points qui nous ont interpellés après une analyse. On a pris du temps aussi à lire ce document. Je vous avoue que ça nous a pris beaucoup de temps et il fallait le faire. C'est quand même étonnant, et il faut le rappeler, et vous l'avez rappelé, c'est qu'on a l'obligation, si on veut être écouté, paradoxalement, de voter pour le refus de valider ce PADD. Voilà, je l'exprime comme ça parce que la manière dont c'est écrit, il va falloir être clair dans le sens du vote tout à l'heure. Parce qu'à la minute où une observation que l'on considère comme étant contraire à nos intérêts, on est obligé de voter cette délibération dans le sens de la majorité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une. Le pire, c'est qu'il y a énormément d'observations qui sont tout à fait légitimes, sensées, posées, et qui méritent effectivement un nouveau travail de la part de la communauté de communes concernant la commune de Saint-Sevé. Alors c'est vrai, vous avez tout relisté, mais enfin, quand vous avez des engagements qui ont été pris, nous avons voté ici même des déclarations préalables, un PUP pour pouvoir développer une zone d'activité économique. Il nous paraît d'un naturel absolu que les zones concernées par CDP qui cristallisent des droits et donc des permis de construire qui sont à l'instruction, c'est d'une cohérence limpide que de demander le maintien de la zone en zone UX ou AUX. À voir, bien sûr. Ça nous paraissait évident par rapport aux premières observations. Alors l'observation 1, mes collègues le savent, moi je ne supporte pas les zones AP. Les zones agricoles, elles sont par définition valorisées, travaillées par les agriculteurs. Ce n'est pas à nous à dire ce qu'on peut faire ou pas faire sur des zones agricoles. Et dès qu'on indique des zones agricoles, en P ou autre chose,
à part créer des contraintes supplémentaires, je ne vois pas ce qu'on apporte au monde agricole qui n'en a peut-être pas besoin aujourd'hui. Voilà. Je l'ajoute par rapport à la problématique des zones économiques. Je regrette quand même aussi, parce que j'ai relu toutes les doléances qui ont pu être exprimées dans le cadre de la concertation, que les porteurs de projets, identifiés ou pas, n'aient pas fait un courrier comme ils ont le droit de le faire. Ça m'a peut-être échappé, mais quand j'ai regardé la liste au niveau du bilan de concertation, je n'ai pas vu sur Saint-Sevé des porteurs de projets, des chefs d'entreprise qui ont formalisé leur demande pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le zonage proposé. C'est une interrogation, ce n'est pas une affirmation de ma part. Ça m'a sûrement échappé. Non, tu as raison, sur les 36 demandes de mémoire, je n'ai pas souvenir qu'il y ait les chefs d'entreprise, mais en fait, pour répondre à ça, les chefs d'entreprise sont dans l'action. Ils ont ou déposé des DP, ou des permis d'aménager. Enfin, ils ont avancé. D'ailleurs, on a travaillé avec eux là-dessus. Sauf qu'il y a une procédure, il est important de leur dire que cette procédure, pour être écoutée, il faut la respecter. Aussi stupide soit-elle, c'est comme ça, c'est la loi. Ils étaient par contre venus tous, parce qu'on les avait sollicités à la réunion publique qui avait eu lieu à Augreil, à la salle Alain-Marsan. Et on était la seule des 3 communes où on avait mis les cartes. Et on s'est battu d'ailleurs pour ça. Et il y a d'ailleurs des administrés des villages voisins qui ont découvert les cartes de leur commune et la perte de constructivité de certaines propriétés en venant à cette réunion-là, parce qu'il y avait à l'idée de ne pas présenter les cartes pendant la concertation, ce qui était quand même assez surprenant. Normalement, on le fait. Et c'est prévu d'ailleurs dans la délibération qui organise la concertation. Bon, je n'ai pas relu, j'en sais rien, je dirais peut-être des bêtises. Effectivement, à l'observation 7, concernant Sainte-Eulalie, alors là aussi, il y a un truc qui m'échappe, qui nous échappe. Voilà, je veux le dire publiquement, je partage tout à fait votre analyse et votre diagnostic. On a un terrain qui est toujours identifié UXD, mais on supprime des droits à construire. En quoi le maintien de la densité initiale, du PLU initial sur cette parcelle dans le futur PLU, impacte les droits à construire de la commune, et donc du propriétaire concerné? Zéro. Donc pourquoi on supprime des droits à construire sur une parcelle qui n'aura pas de conséquences sur notre enveloppe foncière disponible? Ça, c'est une interrogation aussi par rapport à cette présentation. Mais si tu vas sur l'observation 8, le fait d'enlever la constructibilité à notre ancien responsable d'une gravière ne change rien à la baisse de la consommation d'espace. Mais ça conforte ce que je viens de dire. Alors, sur le règlement, alors, sur la VAP, alors c'est SPR ou AVAP alors? C'est toujours AVAP? Alors, Saint-Sevé est une SPR, un site patrimonial remarquable. Mais c'est une AVAP qui s'applique. Mais le document qui définit les règles s'appelle l'AVAP. Ok. Donc là aussi, on ne va pas repartir sur l'AVAP parce que ce n'est pas le sujet l'AVAP. Effectivement, c'est une servitude d'utilité publique qui s'applique. Et le principe de base lorsqu'on élabore un PLUI, c'est qu'en général, pour éviter d'avoir un document supplémentaire SUP numéro 8 ou 9 ou 10, puisqu'il y a tous les réseaux secs, les réseaux uniques en servitude, on essaye d'adapter le règlement pour que justement il n'y ait pas un problème dans l'instruction des autorisations délivrées au titre du droit des sols. Et en général, effectivement, la VAP est retranscrite dans le règlement écrit du PLU intercommunal. Ça aussi, c'est une interrogation. Je vous avoue très honnêtement, moi je pensais que ça, faussement naïvement, je pensais que ça serait fait, ça n'a pas été fait. Et je le répète, il y a des choses dans la VAP pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas le lieu. Aujourd'hui, le débat est de savoir, c'est une SUP, est-ce qu'on la transcrit dans le règlement par commodité, par facilité d'instruction? Nous pensons que oui. Donc là aussi, c'est un point, rien que sur ce point, nous sommes dans l'obligation de refuser d'accepter l'arrêt de projet tel qu'il a été proposé. Je refais aussi la liste, parce qu'on a pris des notes. Bon, les OAP sectorielles, bon, il y a des choses à dire bien évidemment. On n'avait pas très bien compris l'exclusion de la rue Pontix, donc ça collait bien par rapport à l'ORT, donc c'était juste pas de souci. Parce que la manière dont c'est écrit, c'est un peu... bon, voilà, on va dire qu'on n'avait pas les yeux en face des trous. Pour le reste, bon, après voilà, il y a des choses, il y a des choix qui sont faits. Enfin, concrètement, c'est déjà compliqué. On réduit fortement les droits à construire. Parce qu'en plus, quand j'ai parlé dans mon propos introductif qu'on réduit de 30%, qui, je le répète, n'est basé sur aucun texte législatif et ou réglementaire. C'est une doctrine de la DDT. Vous savez ce que j'en pense des doctrines? C'est des avis de personnes qui n'engagent que. Parce que ces gens sont des fonctionnaires, ces gens-là ne sont pas là en tant qu'élus à rendre compte à la population des conséquences de la réduction des droits à construire. 38% en moins, finalement, alors vous me dites si je me trompe, hein,
Sur le dernier tableau, mis à disposition. On a un objectif de moins 30, sur une base, je ne vais pas revenir sur le calcul que je ne partage pas, et à la fin on est à moins 38. C'est-à-dire que même la base de moins 30, on a été encore plus rigoureux que ce que l'État nous permettait. Moins 38. Mais passer de moins 30 à moins 38, c'est 8 points. Faites le calcul du nombre d'hectares de disponibles que vous libérez spontanément si on revient à moins 30. Alors après, c'est des choix. Moi, je ne suis pas membre de la commission PLUI. Je ne pouvais pas jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvions pas, et je ne pouvais pas parce qu'il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui ne vous a pas échappé de la DACL sur le sujet, qui ne donne que des avis techniques, réglementaires et juridiques, et qui ne donne pas des avis d'opportunité politique, ce n'est pas son rôle à la DCL. Donc aujourd'hui, il y a plein d'interrogations qui font que, effectivement, à l'heure où on se parle, le dossier tel qu'il nous est présenté au niveau de l'arrêt du PLU, et il est valable au-delà de Saint-Sevé, n'est pas satisfaisant. Après, les observations, pour qu'elles soient prises en compte, vous l'avez dit également, il faut un avis défavorable, sinon, entre guillemets, on peut passer à travers. Je rappelle aussi qu'il y aura une enquête publique. On attend aussi le retour des personnes publiques associées qui avaient également 3 mois pour donner leur avis. Donc, moi, je ne suis pas au courant si déjà certaines ont donné un avis. On a eu des retours déjà de PPA Non, mais il y a eu un préavis, un avis préalable des personnes publiques associées l'été dernier, mais l'avis définitif, il interviendra sur l'arrêt définitif. Oui, oui, mais... Donc on ne l'a pas encore, parce qu'il faut qu'il y ait le retour de toutes les communes. Il suffit qu'il y en ait une qui vote contre. Oui, on est d'accord. Donc, pour qu'il y ait 2 mois, donc l'avis des personnes publiques associées, ça sera plutôt au printemps qu'aujourd'hui. Il y a eu une note blanche, voilà, qui n'engage personne, pour dire voilà ce que nous on aimerait qu'il y ait dans le document. Tout à fait. Ok. Bon, enfin voilà, moi je ne vais pas être plus long, vous l'avez compris, nous pensons que c'est perfectible, qu'il y a des choses à améliorer. Le seul moyen d'améliorer ces choses, et je le répète, on ne partage pas tous les points de vue des différents points évoqués. Il y a des choses qu'on considère comme étant intéressantes, vous non, et inversement, c'est comme ça, c'est la démocratie. Mais la procédure est ainsi faite que notre groupe votera pour émettre un avis défavorable sur le projet de PLUI. Merci beaucoup. Le simple fait d'enlever des terrains constructibles à des entrepreneurs qui ont acheté ce terrain, qui l'ont viabilisé, alors que pour la plupart ça ne rentre pas dans l'objectif de réduction des surfaces, c'est pour nous une incongruité absolue. Claire s'est battue pour que les terrains dans la zone Papin, notamment d'une entreprise de Pluménulé, qui était déjà urbanisée aujourd'hui, le reste, contre l'avis de la DTM. Oui, mais alors, d'après ce que vous dites, la DTM, on s'en fout. Ah non, non, il y aura un avis. Non, c'est pas bien compris. Ils ont quand même un certain pouvoir de coercition. Non, mais vous avez compris qu'on pouvait ça. Non, c'est bon de le rappeler dès le départ, de poser les règles. Voilà. Le moins 50 est un objectif, le moins 30 c'est une doctrine. Sortez-moi le texte qui dit que... Mais oui, mais s'il y en a pas. Parce que s'il y en avait un, on ne serait pas à moins 38, on ne serait pas à moins 29, on ne serait pas à moins 31, on serait à moins 30. Quand un texte dit moins 30, c'est moins 30. Ben oui. Voilà. Donc on va pouvoir leur faire le ici. Je suis désolé, Hervé, je prends un peu de temps, mais je pense que tu as suivi l'actualité aussi. Il y a quand même une proposition de loi qui a été votée au Sénat avec le soutien du gouvernement, qui remet totalement en cause les conditions de calcul de la consommation sur les territoires ruraux notamment, les 10 années passées, ne prenant plus en compte 2011-2021, mais 2013-2023. Or, on sait que les 2 dernières années, parce que le PLUI était en cours d'élaboration, on a tous accéléré auprès des porteurs de projets. J'en sais quelque chose, dans mon cadre professionnel, je le fais, pour leur dire déposer des permis d'aménager, des permis de construire. Voilà. Mais je ne dis pas le contraire. Moi, je vous donne un exemple, la preuve par l'exemple. Ça veut dire que si cette loi est définitivement validée, on remet l'ouvrage sur la table. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un flou artistique au niveau juridique, et c'est déjà assez compliqué, donc n'allons pas nous créer des contraintes supplémentaires. Ben moi, je pense Écoutez, moi... on peut... Attendez, je peux le dire quand même. Non, mais c'est bien que tout le monde soit bien avis. Mais moi, je pense qu'il faut remercier Lisiane et ses équipes d'avoir fait un travail fabuleux et considérable, parce que ces histoires-là,
Enfin, on n'y comprend plus rien. Hein. Alors, je suis contente parce que j'ai eu la DDTM à la préfecture. C'est vrai qu'elle ne me paraissait pas très ouverte. Donc, si en plus, c'est pas rien, mais la prochaine fois que je verrai, je la regarde. Bon. Écoutez, moi je me réjouis de ce vote unanime qui donnera du poids à notre vote. Je ne vous cache pas que lors de l'arrêt du PLU, à la réunion du conseil communautaire, on n'avait pas très bien compris pourquoi, alors qu'il y avait des entrepreneurs à défendre, vous n'aviez pas voté contre ou abstenu sur ce PLU en adoptant tel qu'il l'était. Et si aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre dans l'idée qu'il faut défendre ces entrepreneurs, notamment en permettant qu'ils gardent la constructivité de ces terrains, qu'on puisse dans les semaines à venir mener ce combat tous ensemble auprès de la Comcom, je m'en réjouis. Et je vous propose qu'on passe au vote solennel. Y a-t-il des gens qui sont contre émettre un avis défavorable au PLUI? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour émettre un avis défavorable au PLUI? Mais je vous remercie de cette belle unanimité. Voilà. C'est beaucoup plus faible. Bien. Deuxième point à l'ordre du jour. Le département a donc approuvé la délégation de maîtrise d'ouvrage pour que la commune puisse engager la rénovation de l'avenue du Tursan, qui est un axe départemental, conformément aux réunions que nous avons pu mener et au schéma d'ensemble avec une voie piétonne sur un côté et l'idée de pouvoir permettre tous les usages sur cette voie, mais de manière apaisée. Il nous faut donc ratifier cette convention qui a été rédigée par le département et approuvée au département. Olivier, tu veux peut-être dire quelque chose? Non, elle a été approuvée effectivement suite à nos différents échanges qu'on a pu avoir ici même et ailleurs. Approuvée le 14 décembre, je crois, de mémoire, dernière CP de l'année. Donc voilà, c'est tout simplement l'organisation juridique des conditions d'intervention sur le domaine public routier départemental. J'ai été absent quelque temps. On avait voté les demandes de subvention. Oui, c'était fait. Je crois même que vous avez voté pour que vous avez adopté le montant, non? Je suis à peu près sûr, à la dernière CP. Là, très honnêtement, le 14, j'étais pas en CP. Oui, mais je sais que ça a été voté. Par contre, on a demandé aussi par rapport aux amendes de police. Oui, ça sera pour l'année prochaine, puisque cette année, comme je te l'avais dit avant d'avoir des chiffres, on a encore, décidément, faites attention à vos permis, parce qu'on n'a jamais eu autant d'argent au niveau des amendes de police, ça devient de la folie, quoi. J'abonde. Ça peut dire c'est pour l'année prochaine, c'est pour cette année. Oui, pardon. C'est pour 2025. Donc il y a bien aussi ce dossier-là par rapport à cet acte. Y a-t-il des oppositions à cette convention? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons des conventions, des délibérations extrêmement régulières. On a un candidat accidenté au stade d'entraînement. Et donc, il nous faut approuver la participation de 3 225 € à ces travaux via le SIDEC. J'imagine qu'il n'y a pas des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Nous avons la CGIsation en catégorie B de la personne qui est en charge de la communication au sein de la ville, après 3 postes en CDD de 3 ans, pour des missions qui sont de plus en plus larges, puisque il y a quelques années en arrière c'était un site, après on s'est mis à Facebook, maintenant il y a Instagram, et on a également le musée, l'ensemble de la dynamique événementielle à promouvoir, et il faut reconnaître que sur tous ces aspects-là, la ville a bien avancé, donc nous souhaitons poursuivre et proposer à cette personne de rester dans nos murs.
Y a-t-il des questions avant qu'on adopte cette délibération? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Et écoutez, je vous remercie pour elle. D'habitude, Oui, ce n'est pas une question de personne. Je veux quand même remercier son travail et son investissement au service de la promotion de tout ce qui se passe dans la commune et notamment de relais auprès de toutes les associations qui font notre vie de bien vivante. Il faut prendre acte que je vous ai informé des décisions. Il n'y a pas de vote. Bon, écoutez, donc prenons-en acte. Et je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée.